Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Michel Monfils, auteur de Manuel de survie numérique pour tous. Et vous êtes en balade avec moi pour le podcast survienumérique.com dans une série un peu particulière qui s'appelle En balade sur le chemin de la liberté numérique. On a déjà marché ensemble pendant 8 épisodes, on a appris à marcher sans laisser de traces, à installer les outils invisibles, à fortifier nos téléphones, à désencombrer nos vies numériques pour retrouver l'essentiel, à gérer nos ombres passées qui persistent, à protéger nos foyers contre l'écoute indiscrète, à réclamer la souveraineté numérique via les logiciels libres, et enfin à accepter le paradoxe de la sécurité, c'est-à-dire que quand trop de protection peut devenir une prison si elle n'est pas équilibrée. Chacun de ces pas sur ce chemin de la liberté numérique nous a permis de mieux comprendre notre environnement actuel. Mais aujourd'hui, il est temps de lever les yeux vers l'horizon, parce que ce que nous venons de construire, toutes nos forteresses, tous nos boucliers, toutes nos stratégies de minimisation, tout cela pourrait devenir obsolète plus vite qu'on le croit. Pourquoi ? Parce que les technologies émergentes arrivent à grande vitesse. L'intelligence artificielle générative, aujourd'hui, en 2026, n'est plus un rêve de science-fiction. C'est notre quotidien actuel. L'informatique quantique, hier encore théorique, se rapproche dangereusement. Je viens juste de me lever, désolé, je bafouille un peu. L'informatique quantique se rapproche dangereusement du point où elle pourrait casser nos protections cryptographiques actuelles. La reconnaissance biométrique à grande échelle, de masse, s'installe dans nos rues, nos aéroports et nos frontières. Et donc dans ce futur proche, dystopique, les règles du jeu changent radicalement. Les menaces ne sont plus seulement des pirates isolés ou des entreprises avides de données, elles deviennent systémiques, prédictives et omniprésentes. Aujourd'hui, nous allons explorer cette nouvelle frontière, nous allons parler de comment l'IA va bouleverser notre capacité à rester anonyme, comment l'informatique quantique menace le chiffrement que nous chérissons tant, et comment la biométrie involontaire redéfinit la notion même de soi numérique. Mais surtout, nous allons discuter de comment préparer l'avenir sans tomber dans la panique, car si nous pouvons anticiper les changements, nous pouvons adapter nos fondations pour qu'elles tiennent quoi qu'il arrive. Alors marchons aujourd'hui ensemble vers cet horizon, lentement, avec lucidité, parce que le futur ne s'impose pas, il se construit. Et nous sommes les architectes de notre propre résilience. Alors on va commencer par l'élément le plus visible, le plus médiatisé, et c'est peu de le dire aujourd'hui, c'est tout le mot qui est à la bouche de tout le monde, toutes les conversations actuelles, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Sachant que le reste du monde, ou en tout cas anglophone, dit AI. Artificial Intelligence. Mais nous, on a tout à fait raison, IA, intelligence artificielle. Alors on entend partout, l'IA, ça va révolutionner tout, ça va tout changer, la médecine, l'éducation, l'art, et c'est sans doute vrai. Mais derrière ces promesses se cache une réalité bien plus sombre pour la vie privée. L'IA est avant tout un moteur de reconnaissance de patterns. Alors patterns en anglais, c'est un mot anglais, en français c'est structure, schéma, schème, patron, modèle, structure. Donc l'IA permet de trouver les modèles des structures des patrons, c'est ça que ça veut dire. Elle excelle à trouver des liens invisibles entre des données apparemment sans rapport. Tout ce que fait l'IA, c'est pas une intelligence artificielle, ce sont des algorithmes à gérer des données et à connecter les données entre elles et faire des prédictions avec ces données. C'est juste ça. Donc pendant des années, on a cru qu'on était protégé par la quantité de données, que disperser nos traces ici et là nous rendait indétectables. Surtout qu'on se dit que toutes ces traces qu'on laisse, elles sont mélangées avec toutes les autres traces de tous les autres humains sur la planète. Mais l'IA change la donne.
puisque avec assez de puissance de calcul, elle peut reconstituer votre identité complète à partir de miettes infimes. Imaginez ça. Alors vous publiez une photo de vos vacances avec un filtre Instagram qui modifie légèrement vos traits. Ok, donc ça modifie votre visage et tout. Vous écrivez des commentaires brefs sur un forum anodin. Vous utilisez une application de fitness qui enregistre votre rythme cardiaque pendant que vous courez. Vous faites des recherches Google très banales sur quelle est la météo aujourd'hui, ici évidemment. Chacune de ces actions prises isolément ne dit rien sur vous, en fin de compte. Mais une IA puissante, croisant ces milliards de points de données, peut déduire votre nom, votre adresse exacte, votre état de santé mentale, via le ton de vos écrits, vos habitudes financières, vos relations familiales et même, et aujourd'hui ils le font très très bien, vos opinions politiques probables. C'est la fin de l'anonymat par ce qu'on appelle la segmentation. Et c'est pas fini. Parce que l'IA générative, elle introduit une nouvelle dimension menaçante, la capacité de créer du contenu faux mais parfait. Les deepfakes des vidéos, des audios, des images tellement réalistes qu'elles sont impossibles à distinguer de la réalité pour l'œil humain moyen. J'avoue que pas plus tard qu'hier, j'ai fait ce test. Je me suis dit, tiens, et si j'enregistrais mon podcast avec une voix IA. J'ai voulu faire le test de cette histoire de clonage. On m'a dit, voilà, il suffit de 10 secondes d'audio pour cloner complètement la voix de quelqu'un et lui faire dire n'importe quoi. J'y suis allé, j'ai ouvert un test gratuit sur une IA spécialisée dans ce domaine-là. Les livres audio, le text-to-speech, de la parole au langage, etc. Pas de la parole au langage, ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi, de l'écrit au langage. Et donc il me demande de mettre 10 secondes d'une voix. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pris ma voix, j'ai pris la voix de quelqu'un qui lit un livre audio, j'ai pris 10 secondes, une voix très caractéristique, j'ai pris 10 secondes, je lui ai donné, et ensuite j'ai écrit un texte et je lui ai demandé de le lire avec cette nouvelle voix que j'avais clonée. C'était plus que bluffant, ça me faisait peur. C'était la voix parfaite avec donc des nouvelles phrases que je donne, mais l'intonation était exacte, l'expression était exacte, les liaisons étaient parfaites. Je veux dire, pour moi, à mon oreille, sachant que en plus je vais trafiquer, j'ai demandé de cloner cette voix, j'étais incapable de dire quelle était l'original et quelle était la voix clonée. Et c'est absolument parfait. Il rajoute le son de la respiration. Et rajoute, je vous dis tout. Ça fait très peur. Pour moi, c'est impossible de savoir si la personne qui lisait ce texte était un humain ou pas. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout impossible, et ça arrive tous les jours malheureusement, d'imaginer un scénario où vous recevez un appel vidéo de votre mère, de votre patron, de votre conjoint, avec la voix parfaite et le visage qui correspond exactement au visage, avec les expressions, etc. Et qui vous demande vite un virement urgent. Et là, franchement, parce que là, moi je l'ai fait avec l'audio, j'ai pas d'ordinateur suffisamment puissant pour faire avec la vidéo. En fait, il faut savoir qu'il y a deux manières de faire. Vous pouvez le faire en amont, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire que je donne un bout de voix et ensuite je lui demande de lire un texte. Ça lui laisse le temps de faire les calculs. Ça a pris, je sais pas, moins d'une minute. Et puis il m'a lu mon texte. Mais si vous voulez le faire en direct, c'est-à-dire c'est possible que moi je parle avec ma voix et que l'IA de l'autre côté utilise une autre voix en temps réel, ce qui fait que si quelqu'un me parle au téléphone, je peux y répondre. Là, pour arriver à faire ça, il faut aujourd'hui des ordinateurs très puissants, mais que vous pouvez trouver dans le commerce, pas des ordinateurs, je sais pas quoi, qu'on ne trouve pas dans le commerce, donc avec un micro-ordinateur. Pour la vidéo, il faut là aussi une puissance de calcul avec une carte graphique phénoménale, mais c'est faisable aujourd'hui avec des ordinateurs que vous pouvez acheter dans le commerce. C'est-à-dire que, évidemment, si c'est une vidéo préenregistrée, c'est une chose, mais si c'est une vidéo et une voix qui échangent avec vous en direct, là, ça fait très très peur. Donc aujourd'hui, avec l'IA, la distinction, elle devient floue. Plus personne ne peut faire confiance à ce qu'il voit ou entend, même provenant d'une source familière. Parce que
moi sur cette IA, ils m'ont dit, est-ce que vous avez l'autorisation d'utiliser cette voix? Je coche oui, ils ne savent pas qui je suis, je n'ai pas donné d'adresse, je me suis enregistré avec un email, évidemment un alias de mail, etc. Donc n'importe qui de mal intentionné peut prendre la voix de n'importe qui l'a trouvé, je vous dis 10 secondes. Alors ils disent encore 10 secondes, c'est pour le top, ils peuvent le faire avec 2-3 secondes, paraît-il très très bien. Là ils me demandaient 10 secondes. Moi je me suis dit 10 secondes c'est pas assez, j'ai juste c'est une phrase. Ouais bah pourtant, bref. Donc évidemment, la vérité factuelle est mise en péril. Votre identité numérique peut être usurpée instantanément, de manière convaincante, pour vous discréditer, vous faire chanter ou vous piéger légalement. Évidemment, ça fait très peur parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les trucs qu'on voit sur Internet, dits par des gens, je veux dire des gens connus, des présidents, des machins, faut être sûr de par quel canal ça arrive parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc comment faire pour se défendre de ça? Bon, évidemment, la première ligne de défense, c'est la vérification humaine. C'est-à-dire ne jamais se fier uniquement à un canal numérique pour des décisions importantes. Il faut toujours confirmer ça par un autre moyen. Par exemple, si, je vous ai dit, quelqu'un de votre famille, votre maman, elle vous appelle, ou elle vous envoie, vous voyez une vidéo, enfin, ou elle vous laisse un message sur votre répondeur qui dit « envoie-moi de l'argent, je te rembourse demain, etc. » Vous pouvez tout de suite prendre votre téléphone et l'appeler. Ou aller chez votre maman, ou avoir mis en place une question secrète. Et ça, aujourd'hui, c'est la parade, la question secrète. Donc ça, c'est hyper important, connu que de vous et de la personne. Ce qui fait qu'un pirate qui a cloné, il ne connaît pas la réponse à la question secrète. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la ligne technologique. Aujourd'hui, il commence à apparaître des outils de détection des deepfakes. Mais bon, voilà le problème, c'est une course. Et toujours les pirates, ils ont une longueur d'avance. Mais ça commence à exister, des outils où vous pouvez aller checker pour voir si une vidéo ou un audio est réel ou une deepfake. C'est une course aux armements infinis, hein, dès qu'il y en a un qui... Voilà, et l'autre... Aujourd'hui, j'entendais une jeune qui est en terminale, qui a fait depuis la seconde 100% de ses devoirs avec ChatGPT. Mais évidemment, les profs, il faut pas, enfin, ils peuvent s'en douter que c'est fait avec ChatGPT. Donc, elle demande, répond, fait ce devoir, en faisant croire que c'est moi et qu'ils ne puissent pas détecter que c'est toi. Et donc, ça inclut des petites erreurs, des imprécisions, des tournures de phrases, etc., qui fait que les profs, ils ne peuvent pas détecter. Parce qu'il ne fait pas à la manière d'eux, ils ne demandent pas de faire le devoir à la manière d'un prof de philo, si c'est de la philo, mais de faire à la manière d'un élève de mon niveau. Bon, troisième manière de se défendre, c'est la plus fondamentale, c'est la vigilance sociale. C'est enseigner à notre entourage, à nos proches, à nos collègues, que la présence d'une vidéo ou d'un audio, aujourd'hui, n'est plus une preuve de vérité. Et donc on en revient à ce que je disais juste précédemment, il faut utiliser et créer des codes de sécurité verbaux ou physiques au sein de nos cercles proches pour valider l'identité réelle. Donc ça, c'est hyper important. Ne demandez pas c'est quoi le nom de chien, c'est quoi des trucs que tout le monde peut trouver sur les réseaux sociaux. Il faut inventer des trucs. Genre, vous dites quel était le nom de mon hamster quand j'avais 8 ans. Sauf que vous n'avez jamais eu d'hamster. Je vais dire si vous n'avez jamais eu 8 ans, si vous avez 8 ans. Et vous inventez un nom. Gandalf, je sais pas quoi. Gandalf 42. Voilà. Vous inventez une question d'un truc qui n'a jamais existé, une réponse un peu farfelue ou rigolote que vous devez apprendre les uns les autres et tester ça quand vous êtes en famille les uns avec les autres. C'est très important. Ça va très vite. Aujourd'hui, psychologiquement, on n'est pas armé contre ça. Vous entendez votre frère, votre soeur, votre femme, votre mère, votre fils, votre fille qui vous appelle et qui vous dit « Ah nanana ». Vous, tout de suite, vous pensez que c'est eux. Et il n'y a pas de barrière psychologique d'emblée. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'IA, elle ne va pas disparaître. Hein. Elle va envahir, submerger nos vies professionnelles et personnelles. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de créer une culture de la méfiance qui soit constructive, de développer notre esprit critique et de la validation croisée. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Vous devez enseigner ça à vos enfants, à vos seniors.
Donc ça, c'était sur l'IA. Maintenant, il est temps de parler à une menace plus silencieuse, potentiellement dévastatrice, c'est l'informatique quantique. Alors si vous écoutez cette balado-diffusion depuis un moment, vous savez que je parle souvent de chiffrement, de mots de passe complexes, de messagerie sécurisée comme Signal, de protocoles particuliers, j'ai évoqué le HTTPS, le TLS, etc. pour vos sites web. Mais tout ça, là, ça repose sur une hypothèse mathématique fondamentale, que certaines opérations, en fait, certains calculs, ils sont faciles à faire dans un sens, mais presque impossible à inverser pour un ordinateur classique. Je ne peux pas vous en dire trop sur le sujet parce que je ne maîtrise pas, mais vous savez très bien que vous vous rappelez à l'école que vous pouvez très bien utiliser une formule mathématique, mais vous n'avez pas la démonstration, vous ne pouvez pas faire la preuve du truc. Et des fois, il y a encore aujourd'hui des théorèmes mathématiques, etc., qui sont très difficiles à prouver, voire encore aujourd'hui qu'on n'arrive pas à prouver, mais pourtant on sait que ça fonctionne. Donc les ordinateurs ne savent pas le faire, ou très difficilement. Par exemple, multiplier deux grands nombres premiers pour obtenir un produit, c'est facile, hein, tout le monde peut faire ça, mais décomposer le produit en ces deux facteurs premiers, c'est très long pour un ordinateur classique. Et c'est la base de la cryptographie moderne. Entre autres avec les protocoles RSA ou ECC ou autres, qui sont les protocoles qu'on utilise classiquement. Sauf que les ordinateurs quantiques, ils vont avoir la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des phénomènes d'intrication et de superposition quantique. Ça ne calcule pas de la même manière. Et cet ordinateur quantique, il va être capable de pouvoir tester des milliards, tenez-vous bien, de combinaisons simultanément. Par exemple, et il existe déjà les algorithmes pour faire ça, évidemment, sinon ils ne travailleraient pas sur des ordinateurs quantiques, ça ne fonctionnerait pas. L'ordinateur ne peut fonctionner, c'est ça le problème aujourd'hui, parce que c'est physiquement difficile au niveau, je ne sais pas quoi, des particules, des machins, des trucs. Mais ils ont déjà les algorithmes pour les faire marcher. Et il y a un algorithme qui est nommé algorithme de Shor, c'est S-H-O-R, qui permettrait, avec le jour où on l'aura vraiment, l'ordinateur quantique, mais je peux vous dire qu'ils y travaillent tous d'arrache-pied, donc avec un ordinateur quantique suffisamment puissant, de factoriser ces grands nombres en quelques secondes ou éventuellement minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain arrive, et c'est ce qu'ils cherchent à faire, hein, ils y travaillent dur, hein, les Google, les Apple, les Chinois, les Américains, etc., ça veut dire que du jour au lendemain, tout le système de sécurité d'Internet s'effondrerait du jour au lendemain. Il n'y a plus aucune sécurité, ça veut dire plus aucun mot de passe, plus rien. On peut tout déchiffrer, tout lire, toutes les communications, tout. Les emails chiffrés deviendraient lisibles du jour au lendemain, vos transactions bancaires seraient interceptables, vos mots de passe stockés sur des serveurs pourraient être déchiffrés, les identités numériques, les signatures électriques, tout compromis. Et il y a un nom pour ça. Ça s'appelle le Q-Day, le Q-Day, la lettre Q, Day. Vous connaissiez le D-Day, le jour du débarquement, c'est le Q-Day, le jour où la cryptographie actuelle meurt, le jour où l'informatique quantique apparaît. Alors, on n'y est pas, hein, on n'y est pas. Les ordinateurs quantiques aujourd'hui, c'est des grosses machines bruyantes, instables, et incapables de casser les clés modernes, mais, comme je vous ai dit, c'est la course est engagée. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Alors on ne sait pas, hein, est-ce que cet ordinateur quantique il arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, on ne sait pas, mais ils y investissent des milliards. Le premier qui gagne la course va avoir une longueur d'avance. Et imaginez, hein, les Américains ils travaillent, les Chinois ils travaillent, et sans doute les Russes et d'autres, parce que du jour au lendemain, le premier qui l'a peut lire tout le contenu d'Internet. Et ils utilisent tout le contenu chiffré, évidemment, soi-disant secret. Mais aujourd'hui, déjà, les Américains, ça a été prouvé grâce aux révélations de Snowden, et puis d'autres pays le font, ça s'appelle Harvest Now, Decrypt Later, c'est-à-dire récolte maintenant, déchiffre plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train d'enregistrer des tas de choses, peut-être vos conversations et tout, toutes sont enregistrées. Ils ne peuvent pas les lire. Aucun ordinateur aujourd'hui ne peut déchiffrer, hein, c'est pas possible. Le mot de passe fort, etc. C'est pas possible, ils ne peuvent pas déchiffrer. Mais qui dit qu'ils ne pourront pas le faire dans 5 ans, dans 10 ans? Et c'est demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Et dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce que vous avez écrit, ou tout ce que les gouvernements ont écrit, ou tout ce que des groupuscules, ou des militants, ou je sais pas quoi, des opposants politiques ont écrit, de manière secrète, pourra être lu à ce moment-là. C'est pour ça que ça s'appelle, allez, c'est pas grave, on récolte tout maintenant, et bien on s'en occupera plus tard. Et plus tard, on pourra faire chanter des gens, on pourra avoir des pressions phénoménales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des agences de renseignement, des acteurs malveillants collectent des masses titanesques de communication chiffrée. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien en faire. Et stockent ça dans des bases de données immenses. C'est inutile aujourd'hui,
Mais elles savent bien qu'un jour, peut-être dans 5, 10, 15 ans, un ordinateur quantique suffisamment puissant pourra exister. Et à ce moment-là, yes, on ouvre les archives, on déchiffre. Et alors là, ils pourront connaître toutes les communications chiffrées, privées, d'il y a une décennie. Et ça fait très, 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 très peur. C'est terrifiant. Ça veut dire que notre secret actuel n'a peut-être pas de durée illimitée. Il dure, en fait, ce secret, tant que la technologie quantique tarde à arriver. Alors, maintenant, waouh, ça fait peur, hein, mais c'est vrai, hein, c'est la réalité. C'est terrifiant. Alors, que faire? Alors, bon, ils travaillent évidemment sur ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire des algorithmes qui sont nouveaux, mathématiques, qui sont spécialement conçus pour résister aux attaques quantiques, mais tout en étant fonctionnels pour les ordinateurs classiques. Alors, je vais vous dire un truc dans un instant. Alors, le NIST, l'Institut américain de standards, ainsi que d'autres organismes, ils travaillent déjà à la standardisation, évidemment, de nouveaux protocoles. Et d'ici quelques années, les navigateurs, les serveurs, les gestionnaires de mots de passe vont commencer à intégrer ces normes. À ma connaissance, les seuls qui le font aujourd'hui pour le grand public, c'est Tuta. Je parle souvent du Tuta, le gestionnaire de mails Tuta. Ils utilisent, pour le chiffrement de leurs mails, la cryptographie post-quantique. Ils expliquent comment ils font dans un long article qu'ils ont écrit, c'est assez passionnant, mais j'ai pas tout compris. Mais bref, ce sont les seuls à le faire. En plus, moi, j'utilise Tuta pour cette raison, bien sûr, mais aussi pour une autre raison, c'est qu'eux aussi, ils chiffrent les métadonnées, ce que personne d'autre ne fait. Donc ils ont quand même une longueur d'avance sur tout le monde, y compris sur leur concurrent direct Proton. Je ne sais pas pourquoi Proton s'y met pas tout de suite, mais enfin bref. Donc nous, notre rôle en tant qu'utilisateur, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire là, mais c'est déjà de rester informé, de soutenir les éditeurs de logiciels qui adoptent rapidement ces nouvelles normes, et comprendre que le chiffrement qu'on utilise aujourd'hui n'est pas garanti pour toujours. Donc la résilience future exige une attention constante aux mises à jour de sécurité. Donc pas de panique dès que vous avez entendu cet épisode de podcast, mais préparez-vous mentalement à une transition majeure. La sécurité d'aujourd'hui doit être conçue pour évoluer. Alors, j'ai entendu une émission récemment à la radio, je crois que c'était sur France Info ou quoi, où il parlait de ça, où il parlait que tous les acteurs aujourd'hui du numérique, ils se sont donnés pour objectif 2030. Je crois même que c'est une histoire dans la loi européenne pour 2030 de tout passer en post-quantique. Sauf qu'on est en 2026, la plupart des entreprises, ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils ne savent pas comment faire et pourtant il faut le faire. Il faut passer en chiffrement, en cryptographie post-quantique. Mais il parlait aussi de ça pour les fameux bitcoins, etc., de s'assurer que tout ce qui fait ça est chiffré en post-quantique. Parce que si demain, ils ont un ordinateur quantique et qui permet de jouer avec le blockchain et donc avec l'argent énorme qu'il y a maintenant dans les argents numériques, dans les monnaies numériques, ça peut faire mal. Mais je pense que là, ils sont prêts. Bon, vous n'avez pas assez peur, vous voulez encore plus, la biométrie involontaire. C'est le troisième axe majeur de notre exploration vers le futur. Qu'est-ce que c'est la biométrie involontaire? Jusqu'à présent, la biométrie, c'est volontaire. On pose son doigt sur un scanner pour déverrouiller son téléphone, c'est ce qu'on fait. On regarde la caméra de son téléphone pour valider un paiement. C'est un choix, une action consciente. Je décide d'utiliser la biométrie pour déverrouiller telle ou telle chose. Mais le futur, il travaille déjà sur la biométrie passive, continue et non consentie. La reconnaissance faciale de masse est déjà une réalité dans de nombreuses villes chinoises et commence à s'étendre ailleurs. Et c'est bizarre parce que moi je me rappelle qu'à Nice, j'ai vu une émission sur Arte, ils faisaient ça, et ils testaient ça dans la foule, et ils montraient même un policier, parce que c'était pour faire un test, et de dire qu'il y a les gars qui ont la caméra, ils doivent mettre sa photo quelque part dans la base de données, pour tester, à un moment donné, il va rentrer sur, je sais pas où, le marché de Nice, où il y a beaucoup de monde, mais on ne sait pas par quelle rue et à quel moment il va rentrer, et le gars, il se cache à moitié, il met une casquette et tout, par rapport à la photo qui a été fournie au système, et c'est pour voir en combien de temps le gars va être reconnu dans la foule, alors qu'il est à moitié planqué, avec son visage est planqué par une casquette et tout. Je crois que la réponse est 10 secondes. Au bout de 10 secondes, ils savaient tout de suite, il est là. Donc des caméras scrutent la foule, comparent les visages à des bases de données criminelles, suivent les déplacements individuels en temps réel,
et on pourra plus se déplacer dans l'espace public sans être identifié, tracé, archivé. J'ai écrit ça, hein, mais vous savez que ça se fait aujourd'hui pour les voitures, hein, avec les plaques minéralogiques. Il y a des endroits en France où les autoroutes, il n'y a plus de péage, hein, ils les détruisent, ils les enlèvent. Et à la place, les plaques d'immatriculation sont flashées, et ils savent tout le parcours que vous avez fait sur l'autoroute et ils vous font automatiquement payer avec prélèvement automatique ou pas. Et vous avez encore le choix aujourd'hui que ce ne soit pas un prélèvement automatique, mais ils savent tout de suite quelle voiture a fait quel trajet. J'avais découvert ça à Paris il y a un certain temps, mais je suppose que c'est maintenant dans toutes les grandes villes. C'est comme ça que ça se passe aussi pour les parcs-mètres. Vous devez mettre votre plaque minéralogique pour avoir votre ticket, entre guillemets, que vous n'avez plus. Il n'y a plus de ticket à mettre sur les voitures. Hein, tout le monde connaît ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est que moi je pensais qu'il y avait encore des policiers qui passent et qui regardent. Bah non, puisqu'il n'y a plus de tickets sur les voitures. En fait, ce sont des voitures d'ailleurs de sociétés privées, ce ne sont plus la police qui passe et qui scanne toutes les plaques des voitures. Et donc ils passent, je les ai vus faire, hein. C'est des gens qui m'ont dit regarde, c'est là la voiture. Et la voiture elle passe à une vitesse, je dirais 10 ou 20 km/h. Elle passe dans la rue par un scanner, toutes les plaques sont testées et ils savent immédiatement telle et telle voiture, boum, 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 boum. Il n'y a même pas besoin de sortir ni rien, la contredanse, elle va vous être envoyée directement. Donc ça, ils le font pour les voitures. Je suppose que si ça marche sur les autoroutes, peut-être que sans nous le dire, c'est déjà le cas, on sait tous les chemins que font toutes les voitures en France. Je sais qu'ils mettent ce type de caméra dans les grandes villes un peu partout, et donc on peut suivre n'importe quelle voiture, n'importe où, par sa plaque minéralogique. Maintenant, et je suppose qu'on peut savoir si, si vous roulez à la bonne vitesse ou pas sans radar. Parce que si, admettons, vous étiez à tel endroit dans la rue, et puis vous vous retrouvez un certain nombre de secondes plus tard à tel autre endroit dans la rue ou dans la ville, on sait si vous avez respecté la vitesse ou pas. Bon, je dis ça accessoirement pour rigoler, mais voilà, on pourra se passer des radars bientôt. On sait si vous êtes parti à telle heure à Nice, tiens, justement, et arrivé à Paris à telle heure, et quelle a été votre moyenne. Bref, évidemment, le top du top du top du top pour ces gens-là, pour les gouvernements, c'est de pouvoir le faire avec le visage de chaque humain sur la planète et de pouvoir savoir où tout le monde est à tel moment, tout ce qu'ils font partout. On parle d'Orwell. Orwell, c'était de la gnognotte à côté de ça. Alors, je vais vous dire un truc en vrai, c'est même plus sur les visages que ces caméras se basent. C'est vers la reconnaissance de la démarche. Il faut savoir que chaque humain a une démarche. Là, je suis en train de marcher d'une certaine manière, avec mes bras qui balancent d'une certaine manière, mes jambes, mon rythme, je ne peux pas vous décrire, la position des épaules, j'en sais rien comment ça fonctionne, mais aujourd'hui, une analyse vidéo suffit pour identifier quelqu'un à distance, comme je vous le disais, même si son visage est masqué ou tourné, juste en analysant les mouvements du corps de la personne. Même chose pour la reconnaissance vocale passive, c'est-à-dire d'analyser le timbre, l'accent, le rythme de parole pour vous identifier dans une foule, même si vous êtes en train de parler à un ami. Il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse comportementale. Comment vous tenez votre téléphone, votre façon de taper, la pression sur l'écran, votre vitesse de frappe. Ces micro-gestes sont uniques à chacun et peuvent servir de signature biométrique permanente. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un analyseur de clavier, je peux savoir qui tape au clavier. Vous savez très bien que tout le monde tape au clavier différemment, qu'on utilise 2 doigts, 10 doigts, etc. Il y a un rythme, il y a une fréquence, il y a une manière de faire. Tout comme il y a un rythme dans ma parole qui est reconnaissable immédiatement par un humain. Les machines aujourd'hui sont capables de le faire. Ça veut dire la fin de l'anonymat dans l'espace public. Même si vous portez un bonnet, un masque et des lunettes foncées, on reste identifiable. Et donc ça transforme fondamentalement notre rapport à la liberté. Parce que normalement, dans une démocratie, pouvoir se déplacer, se réunir, protester, sans être reconnu et tracé, c'est une condition essentielle. Si cette condition disparaît, la dissidence devient impossible. Qui c'est qui parlait de 1984 d'Orwell il y a quelques secondes ? Vous comprenez que moi, j'ai appris à l'école qu'il y a une séparation des pouvoirs. Et c'est là-dessus qu'est basée notre démocratie, entre l'exécutif, le législatif et la justice. C'est séparé tout ça.
Ce qui fait que, effectivement, s'il y a des doutes sur mon comportement, sur ce que je fais, s'il y a des éléments qui permettent de dire si j'ai enfreint la loi, alors on va demander à des juges, et les juges vont regarder s'il y a suffisamment de doutes sur moi pour lancer une enquête, la police, etc. Aujourd'hui, on fait ça de manière, entre guillemets, préventive. Donc on considère potentiellement chaque citoyen comme un criminel. Donc c'est l'inverse de comment les choses ont été pensées au départ. On part du principe que tout le monde est criminel et puis on vérifie si c'est vrai. Au lieu de partir du principe qu'il est... Comme on dit toujours à la radio quand on accuse des tas de gens et tout, il est présumé. Et présumé innocent. Là on est tous présumés coupables. On est tous... il est présumé coupable. Nous on est tous par défaut. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc comment on fait pour se prémunir de ça? Au niveau des solutions technologiques directes, il y a franchement peu de solutions aujourd'hui pour faire face aux caméras de surveillance de rue ou pour les voitures, ni rien. Là, je peux rien faire, on peut rien faire. C'est juste un problème politique et législatif. C'est avant tout ça. On laisse faire, on accepte. Alors on peut agir sur certains fronts. Alors vous pouvez privilégier les zones urbaines où le contrôle biométrique est absent ou contesté, ne pas aller habiter à Nice. Aujourd'hui, il existe des accessoires qui perturbent la reconnaissance visuelle. Ouais, j'ai vu des tests. On peut mettre des chapeaux à large bord, des lunettes réfléchissantes qui aveuglent les capteurs infrarouges. Il existe sur Internet, vous pouvez trouver des sortes de maquillages qu'on peut mettre sur le visage qui trompent les algorithmes. Bon, ça c'est de la blague dans la vie réelle. Vous n'allez pas pouvoir faire ça. C'est plus une vie. On va devenir complètement parano. Et donc c'est pourquoi il faut soutenir les mouvements législatifs qui interdisent ou régulent strictement l'usage de la reconnaissance faciale par les forces de l'ordre et les entreprises privées. Parce que je vous ai dit, l'histoire des plaques minéralogiques, c'est des entreprises privées. Encore une fois, ces entreprises privées, qu'est-ce que c'est que cette ingérence dans la vie des citoyens là? Donc c'est la conscience collective qui reste aujourd'hui le plus important. Chaque fois que vous acceptez une nouvelle fonctionnalité biométrique dans vos appareils, je pense au Face ID, au Touch ID, et tout ça, on normalise la technologie qui sera utilisée pour nous contrôler, surveiller dans la rue. Donc la facilité d'utilisation ne doit jamais primer sur la dignité humaine. Donc vous pouvez refuser, il faut aujourd'hui refuser la biométrie involontaire. C'est un acte de résistance civique. Désolé, après ce que j'ai lu sur Nice, je n'irai pas à Nice. Tout comme je ne vais pas aux États-Unis pour cette raison-là, de toute la biométrie qu'ils prennent sur vous quand vous rentrez aux États-Unis. Je ne vais pas et je n'irai jamais aux États-Unis. J'y suis déjà allé, il y a longtemps. Alors, devant ces perspectives effrayantes, évidemment, ça nous incite, c'est un peu fait exprès, à vouloir baisser les bras. On pourrait se dire à quoi bon essayer de se protéger, de toute façon, Non, c'est bien le but de ce podcast, de mon bouquin Manuel de survie numérique pour tous, de mon site survienumérique.com. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. Parce que, ok, les technologies, elles changent, mais les principes fondamentaux de la liberté, ils restent les mêmes. C'est en construisant des fondations solides aujourd'hui que nous serons prêts pour demain. Alors on y vient. Premier principe, il est valable. C'était valable hier, valable aujourd'hui, sera valable demain. La minimisation des données. Peu importe la puissance de l'IA ou la vitesse de futurs ordinateurs quantiques, si vous n'avez laissé aucune donnée disponible, il n'y a rien à voler, rien à analyser, rien à prédire. Donc continuez à faire ce que je vous dis de faire, supprimez vos comptes inutiles, refusez les permissions excessives, continuez à utiliser des alias d'email, continuez à ne publier que l'indispensable. En gros, moins vous laissez de traces, moins les futures technologies pourront vous reconstruire votre double numérique. La minimisation, c'est la seule protection universelle qui traverse les âges technologiques. Et plus vous faites de traces, plus vous êtes visible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxième principe, la diversité des outils. Alors là, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans mes formations, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier technologique. Parce que si demain un algorithme spécifique il brise un type de chiffrement, ou si une plateforme, un endroit où vous avez votre compte, est compromise, comme on dit, vous devez avoir des alternatives. Donc vous devez utiliser plusieurs services différents pour vos besoins critiques.
Par exemple, moi j'ai un compte mail chez Proton, un compte mail chez Tuta. S'il y a un problème chez l'un, j'ai accès à l'autre. Mes mots de passe. Je vais vous dire un truc. Par exemple, Proton. J'adore cette société suisse qui a le courage, la force, la volonté de pouvoir chercher un bras de fer mais bon, contre Google et qui propose un drive chiffré, des emails chiffrés, un gestionnaire de mots de passe chiffré, des vidéoconférences chiffrées, une IA chiffrée. Donc ça veut dire respectueuse de la confidentialité et sécurisée. J'ai oublié, ils font encore d'autres trucs. J'ai dit les emails, le VPN, voilà, excellent VPN, etc. Je vous encourage à prendre un abonnement chez eux et à utiliser leurs outils, c'est mon cas. Maintenant, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Si demain, ils sont compromis, si demain, ils ont forcément la base de données clients est compromise, que leurs services sont fermés pour une raison X ou Y, et qu'on a tout chez eux, ça peut rester compliqué. Bon, j'ai le VPN chez eux, j'utilise des emails chez eux, une boîte mail, j'utilise le Drive chez eux, mais par exemple, mon gestionnaire de mots de passe, il est ailleurs, il est chez Bitwarden. Et j'ai un deuxième compte de mail chez Tuta. Donc, autre conseil par rapport à ça, c'est maintenir des copies locales de vos données essentielles. Hors ligne, ne vous appuyez pas sur le cloud uniquement. Le cloud, c'est l'histoire de ceinture et bretelles, ça vient en plus, mais ça ne remplace pas toutes les copies locales qu'on a hors ligne. Ensuite, il faut privilégier, c'était le but de l'épisode précédent, des formats ouverts et standards qui ne dépendent pas d'un seul fournisseur propriétaire. Il faut de la diversité, c'est ça qui permet la résilience systémique. Parce que si, encore une fois, vous avez utilisé les standards de Microsoft ou de Google ou je ne sais pas quoi, du jour au lendemain, ils peuvent vous empêcher d'utiliser vos fichiers en changeant de version, en exigeant une licence plus chère pour pouvoir lire vos fichiers que vous avez faits. Bon, il y a un autre principe. Bon, les mises à jour, en écoutant ce podcast, vous le savez, mises à jour continue. Parce que les vulnérabilités d'aujourd'hui sont les portes dérobées de demain. Les logiciels qui sont obsolètes, qui ne sont pas à jour, seront les premières victimes des nouvelles méthodes d'attaque. Donc il faut maintenir vos systèmes à jour, vos applications à jour, les micro-logiciels dans vos appareils à jour, ce qu'on appelle les firmware à jour. Ça c'est important, on a des tas d'appareils, j'en ai parlé, qui sont connectés, que ce soit nos webcams, que ce soit nos lecteurs, ceci, cela, bref, tout ce qui est connecté, tous ces objets-là, ils ont des mises à jour, les imprimantes, etc. Et c'est important de pouvoir les faire et de les vérifier. Et ça fait beaucoup d'appareils chez nous. Adopter les nouvelles normes de sécurité. Par exemple, j'ai parlé de cryptographie post-quantique. Donc dès que vous entendez qu'ils commencent à utiliser la cryptographie post-quantique, c'est bien une des raisons pour lesquelles je recommande Tuta. Donc aujourd'hui, on doit tous faire de la veille technologique. C'est vital. Mon quatrième principe, c'est le dernier. Éduquer et sensibiliser. Les dangers futurs, ils seront subtils, complexes et difficiles à comprendre pour le grand public. Alors, si vous écoutez ce podcast, si vous suivez mes formations, et c'est ce qui se passe avec tous les gens qui suivent mes formations, ils donnent des trucs à tout le monde, ils enseignent à tout le monde et je les encourage à le faire. Il faut partager. Dans mon livre, je donne même des tutos pour donner des mini-cours, pour former les gens autour de vous. C'est hyper important. Partagez vos connaissances, expliquez à vos proches les risques de l'IA, du deepfake, de la biométrie. Créez des réseaux de solidarité numérique où nous nous alerterons mutuellement face aux nouvelles menaces. Une société qui est éduquée est beaucoup plus difficile à manipuler qu'une société ignorante. Alors évidemment, offrez mon livre à tout le monde, à tous vos proches. Alors, avant de conclure, je voudrais qu'on s'arrête sur une dimension philosophique cruciale. Toutes ces technologies, l'IA, les ordinateurs quantiques, la biométrie, ce ne sont pas intrinsèquement, c'est pas bon ou mauvais, ce sont des outils, c'est toujours le même discours. Leur impact, ça dépend de qui les utilise, pour quel but et sous quelle régulation. J'en parle beaucoup dans le bouquin, c'est-à-dire que l'IA aujourd'hui, où les algorithmes, ils disent « on ne sait plus ce qu'ils font les algorithmes, on les maîtrise plus, etc. » Tu te fous de ma gueule, vous vous foutez de notre gueule. Les algorithmes sont faits par des humains, par des sociétés qui ont des buts bien précis, des agendas, comme on dit, qui est principalement de faire du pognon.
Donc le but de ces algorithmes, c'est de rapporter un maximum du pognon aux actionnaires et aux multi-archi-milliardaires qui font ces IA. C'est pas le but d'aider l'humanité, c'est pas le but de... Non. Donc ça, c'est des choix de société. Nous, si on laisse le marché et les États pseudo-démocratiques, dictatoriaux, justement, si on laisse les États dictatoriaux, je ne vais pas réussir à le dire, dicter seuls les normes, on aboutira à quoi? À des sociétés de surveillance totale, où la vie privée est un luxe pour les riches et un souvenir pour les autres. Oui, hein, c'est ça. Hein. Si nous, les citoyens, les utilisateurs, les techniciens, les décideurs éthiques, nous prenons la main, on peut orienter ce futur vers une société où la technologie sert l'humain, respecte sa dignité et protège son autonomie. Allez, votez pour moi. Non, je suis pas capable. Je suis capable de lire ce texte, mais je suis très nul dans les engagements. Je suis très nul dans la communication directe. Mais ce que je dis, et quand même j'y crois, ça demande un engagement politique actif. C'est-à-dire exiger des lois qui protègent la vie privée comme un droit fondamental, non négociable. C'est boycotter les entreprises qui ignorent l'éthique et exploitent les données sans consentement. C'est soutenir les chercheurs et développeurs qui créent des alternatives respectueuses. C'est participer aux consultations publiques sur les nouvelles régulations technologiques. Bon, maintenant je vais être négatif. J'ai pas entendu un seul politicien parler ça, ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche, ni au centre, ni à l'extrême centre. Nulle part, personne ne parle de ça. Tout le monde agite des épouvantails, tout comme personne ne parle d'écologie. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est fini, c'est suicide généralisé. Enfin bref. Mais on peut quand même boycotter les choses. On arrête d'utiliser Google, qui se sont fait condamner encore et encore et qui ne sont pas respectueux. On arrête d'utiliser tout ce qui touche à Apple. On arrête d'utiliser Facebook, Meta, Instagram, TikTok. Mais vous aurez une vie d'une qualité tellement meilleure. On arrête d'utiliser tout ça. Il existe des alternatives aujourd'hui. Linux pour remplacer Windows et les produits Microsoft gratuitement, beaucoup plus ergonomiques et sûrs, etc. J'ai fait, je ne vais pas le refaire, l'épisode d'avant sur les logiciels libres. Vous avez toutes les versions logiciels libres aujourd'hui qui remplacent et qui peuvent remplacer. Et qui font que à chaque fois, ces gens-là ne gagnent pas d'argent. Vous avez des messageries chiffrées, respectueuses de la vie privée, etc. J'ai cité Proton, j'ai cité Tuta, j'ai cité Signal, et il y en a d'autres encore, bien entendu. La technologie aujourd'hui ne doit pas se construire dans une tour d'ivoire, mais dans la société, avec elle et pour elle. Or aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passe. Pas du tout ce qui se passe. Et puis tout ce que sont capables de dire les politiciens, c'est on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas le progrès, on arrête. Il faut être les premiers, il faut faire la course, sans qu'il y ait la moindre réflexion digne d'un gamin qui passe le bac aujourd'hui en philo. Pas la moindre réflexion de la part de ces gens. Ils sont trop intelligents. Alors, notre responsabilité, votre responsabilité, c'est pas seulement de nous protéger individuellement. Je sais qu'en écoutant ce podcast, en lisant mon bouquin, mes formations, vous pensez d'abord à votre pomme, et c'est logique, et c'est bien, à vos enfants, et c'est très bien, à vos seniors et vos parents, et c'est très bien. Mais quelle société on laisse à nos enfants ? Ça fait partie de notre responsabilité. Si on est juste des citoyens, les citoyens, ils s'engagent. Alors, la démocratie, ça se défend. Si on ne défend pas la démocratie, elle meurt. Et donc, c'est aujourd'hui notre responsabilité de construire un monde où la protection de tous est possible. Voilà, vraiment, je sonne comme un politicien, mais voilà. Bon, on arrive à la fin de cette promenade. On arrive aussi vers la fin de ces 10 séances autour de la liberté, souveraineté peut-être, numérique. C'est vrai qu'on a vu que l'IA, elle menace notre anonymat par la reconstruction de notre identité. On a vu que l'informatique quantique, elle menace la pérennité de nos chiffrements, et donc de tout ce qu'on a écrit sous couvert de chiffrement, et que la biométrie involontaire menace notre liberté de mouvement. Mais la peur pure n'est pas une stratégie, parce que c'est comme ça qu'ils jouent aussi sur la peur, et donc ça nous paralyse, la peur nous paralyse. En revanche, la préparation, ça c'est la stratégie. La vigilance, ça c'est la stratégie. L'action collective, ça c'est la stratégie. Le futur ne sera pas ce qu'il sera par fatalité. C'est pas une fatalité, c'est pas ce qu'on laisse faire. Le futur, il sera ce qu'on choisisse qu'il sera. Et voilà, que nous choisirons
C'est à nous. Il sera ce qu'on choisit. Et ça c'est tellement simple comme ça, mais c'est pourtant la réalité. Ne laissons pas les géants technologiques définir seuls les règles du jeu. Restons curieux, restons sceptiques, restons libres. Là j'entends parler et j'ai vu des démonstrations de ces fameuses lunettes. Et on va laisser faire ça. Et on trouve ça drôle. On met ces lunettes et ça permet d'identifier les gens en temps réel, de vidéoiser les gens, de connecter ces lunettes sur Facebook et de voir les gens dans la rue et de savoir qui ils sont, quels sont leurs posts, qu'est-ce qu'ils font sur Facebook. Oui, c'est aujourd'hui. On va laisser faire ça parce que c'est tellement rigolo. Les gens peuvent prendre des photos en direct et puis on ne sait pas qui nous filme. On ne sait pas que... Alors j'ai lu, la loi le permet. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe dans l'espace public peut être photographié, peut être filmé. Voilà, c'est la loi. Donc, il va falloir prendre le temps de réfléchir. Comment on veut vivre dans 20 ans ? Est-ce qu'on laisse se construire encore plus fort chaque jour des dystopies ? Est-ce qu'on va vivre tous obligés dans des maisons de verre où tout le monde verra ce que tout le monde fait ? Ou dans un sanctuaire où on a le droit de choisir ? Est-ce qu'on va laisser s'écrouler notre démocratie ? Alors la réponse, ce n'est pas une simple configuration logicielle, vous avez compris. Ça vient de notre volonté de maintenir jour après jour notre droit à l'intimité, à la surprise, à l'incertitude, à la liberté. Bon, merci d'être encore là, merci de m'écouter encore. On se retrouve sur survienumérique.com. Il y a des ressources, il y a des guides, il y a des tutoriels, il y a ma formation. Inscrivez-vous à la newsletter, à l'infolettre. Je suis Michel Monfils, ça s'écrit MONFIS. Et vous êtes en balade avec moi. Et je vous dis à très bientôt sur le chemin de la liberté numérique. Et on se retrouvera pour le dernier épisode. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du podcast. C'est le dernier épisode sur cette thématique.